Bernard, spectateur de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de jeter un œil sur le ciel de naissance de cette dame, Madame Hannah Arendt. Sa fiche Wikipédia nous dit que Hannah Arendt, née Johanna Arendt, le 14 octobre 1906 à Hanovre, en Allemagne, est morte le 4 décembre 1975 dans l'Upper West Side, à New York, fut une politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. Elle soulignait toutefois que sa vocation n'était pas la philosophie, mais la théorie politique. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui a œuvré dans le champ de la philosophie, on pourrait dire des intellectuels. Pour les gens qui, comme moi, ne sont précisément pas des intellectuels, on pourrait dire que cette dame était une intellectuelle, mais qui était intéressée, alors peut-être pas par la philosophie pure, mais plutôt par la dimension politique de la philosophie. On nous dit que ses ouvrages sur le phénomène totalitaire sont étudiés dans le monde entier, et sa pensée politique et philosophique occupe une place importante dans la réflexion contemporaine. Néanmoins, certaines de ses thèses, comme le développement de la notion de totalitarisme, ont été vivement critiquées par certains historiens. On nous dit un peu plus loin son livre « Eichmann à Jérusalem », publié en 1963 à la suite du procès d'Adolf Eichmann en 1961, et dans lequel elle développe le concept de la banalité du mal, a fait l'objet d'une controverse internationale. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a suscité quand même, dont le travail a suscité des réactions. Alors on nous parle de sa vie et de ses études en Allemagne. On nous dit qu'elle est née donc à Hanovre en 1906. On nous dit qu'elle a grandi à Königsberg. Alors Königsberg, ça ne porte plus ce nom-là maintenant. C'est une enclave russe maintenant entre la Pologne et puis les pays baltes, et ça s'appelle Kaliningrad. Donc elle a vécu là-bas où sa famille était installée depuis plusieurs générations. On nous dit que son grand-père Max Arendt était l'un des principaux hommes d'affaires de la ville. C'était un homme politique et un des chefs de la communauté juive de la ville. Sa tante, Henriette Arendt, est une des premières policières d'Europe. Sa famille matérielle, les Kohn, sont des importateurs de thé. L'entreprise familiale J.N. Kohn et compagnie est la plus importante fabrique de la ville. On nous dit, en précision, tant sa famille paternelle que maternelle sont des juifs laïcs assimilés, issus de l'Empire russe. Alors, juifs laïcs, je comprends ça comme des gens dont cette religion est plutôt un héritage culturel. Voilà, c'est plus une habitude qu'une conviction. C'est comme ça que je le comprends. Alors, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. On nous dit malheureusement que son père a souffert de la syphilis et que la détérioration de son état les a conduits à rejoindre leur famille à Königsberg en 1909, que Paul Arendt, donc le père de cette dame, a été hospitalisé à partir de 1911 en institution psychiatrique et est mort de la syphilis 2 ans plus tard, alors que cette dame n'avait que 7 ans. On nous précise que l'expérience de la dégradation de l'état de santé de son père, qui ne la reconnaissait plus à la fin de sa vie, a été particulièrement marquante pour cette femme qui était alors seulement une enfant. Alors, on nous dit un peu plus loin que c'est une dame qui était brillante dans ses études, puisqu'on nous dit en 1924, après avoir passé son Abitur, c'est l'équivalent allemand du bac français, elle l'a passé en candidate libre, avec 1 an d'avance s'il vous plaît. Eh bien, elle a étudié la philosophie, la théologie et la philologie classique
aux universités de Marbourg, de Fribourg-en-Brisgau et de Heidelberg. Alors, on nous dit qu'elle s'y est révélée d'une brillante intelligence et d'un non-conformisme encore peu commun. Donc c'est assez raccord avec la partie précédente où on nous dit que ses prises de position dans ses ouvrages ont suscité des controverses. On nous parle ensuite du plan sentimental, on nous dit sa rencontre avec Heidegger en 1925 fut un événement majeur de sa vie, tant sur le plan intellectuel que sentimental. On nous dit qu'elle vouait une grande admiration à Heidegger, qui était de 17 ans son aîné. C'était le début d'une relation secrète, car Heidegger était marié et père de 2 enfants, une relation passionnée et irraisonnée qui laissera chez elle des traces pendant toute sa vie. On nous dit qu'en 1929, cette dame a épousé Günther Stern, un jeune philosophe allemand rencontré en 1925. On nous dit plus tard qu'avec la montée de l'antisémitisme en Allemagne et avec l'arrivée des nanas et de leur... je ne sais pas comment dire le mot, c'est un mot qui ne passe pas sur YouTube, donc des méchants messieurs. Du côté de l'autre côté du Rhin, qui ont fait bien des misères aux Juifs. Donc vous comprendrez de qui il s'agit si c'est un mot qui commence par N, un mot de 4 lettres. Donc avec l'arrivée de ces gens-là au pouvoir, elle s'est intéressée de plus près à ses origines juives. Elle a été chargée par quelqu'un de cette communauté de recenser les thèmes de propagande antisémite, et pour cela, elle a été arrêtée en 1933 par la Gestapo, mais heureusement, elle a été relâchée, alors coup de chance, elle a été relâchée grâce à la sympathie d'un policier. Elle n'a pas demandé son reste, elle a quitté l'Allemagne sur le champ, nous dit-on. Elle a quitté l'Allemagne pour aller en France en 1933, où elle est devenue la secrétaire particulière de la baronne Germaine de Rothschild. Et dans ce contexte-là, elle a œuvré, semble-t-il, pour la communauté juive. Mais en 1940, en raison de l'avancée éclair de l'armée allemande en France, elle s'est retrouvée internée par le gouvernement français avec d'autres apatrides dans le camp de Gurs, dans les Basses-Pyrénées. Nouveau coup de chance pour elle, dans la confusion qui a suivi la signature de l'armistice en juin 1940, elle est libérée et parvient à s'enfuir à Montauban, où elle retrouve son mari. Elle gagne ensuite Marseille, où elle obtient, grâce au Centre américain d'urgence de Varian Fry, un visa pour le Portugal qu'elle a rejoint en train. Elle a vécu ensuite quelque temps à Lisbonne dans l'espoir d'embarquer pour l'Amérique. Ce qui fut rendu possible en mai 1941, là encore nouveau coup de chance, par l'intervention du diplomate américain Hiram Bingham, qui lui a délivré illégalement un visa d'entrée aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'illégal pour pouvoir lui sauver la vie. Alors à elle, en même temps qu'à environ 2500 autres réfugiés juifs. On nous dit qu'à l'issue d'une traversée éprouvante, elle s'est installée à New York. Elle était dans un état de dénuement matériel et que, devant gagner sa vie, elle a envisagé un temps de devenir assistante sociale. Elle a fini par regagner New York après avoir passé quelque temps ailleurs, dans le Massachusetts, et elle a collaboré à plusieurs journaux. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est retournée en Allemagne, où elle a travaillé pour une association d'aide aux rescapés juifs. Elle a repris contact avec Heidegger et elle a même témoigné en sa faveur lors de son procès, le genre de procès qui a suivi la fin de la guerre. Là encore, il y a un mot interdit par YouTube. On nous dit qu'en 1951, elle a été naturalisée citoyenne des États-Unis et qu'elle a alors entamé une carrière universitaire comme conférencière et comme professeur, invité en sciences politiques dans différentes universités et pas des moindres. On nous parle de Berkeley et de Princeton, où elle est devenue la première femme nommée professeure titulaire
en 1959, mais aussi par exemple l'université de Columbia. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au sujet de cette dame? Eh bien donc que cette dame est décédée le 4 décembre 1975 à New York d'une crise cardiaque. Concernant sa pensée, puisque c'était une philosophe, on nous dit la philosophie politique d'Hannah Arendt échappe aux catégories traditionnelles de la pensée politique. On nous dit socialisme, libéralisme. C'est-à-dire que c'était pas une philosophe qui nous disait, alors comme beaucoup de philosophes, même encore actuellement, il faut être de droite ou il faut être de gauche. Pas du tout. Elle a abordé un ensemble de problématiques variées, dont celle de la révolution, celle du totalitarisme, celle de la culture, de la modernité et de la tradition, de la liberté et des facultés de la pensée et du jugement, ou encore de ce qu'elle désigne comme la vie active, avec ces trois composantes que représentent les notions qu'elle forge du travail, de l'œuvre et de l'action. Donc on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à ne pas marcher forcément dans les pas de ses prédécesseurs en matière de philosophie, mais plutôt qui a développé une pensée originale. Alors sur la question du totalitarisme, j'ai souligné ce passage, on nous dit dans le livre « Les origines du totalitarisme », cette dame met sur le même plan le stalinisme et les gens qui sont très nazes, voilà, contribuant ainsi à systématiser le nouveau concept de totalitarisme, c'est-à-dire que pour elle, que ce soit de droite ou de gauche, quand vous en arrivez à exterminer des populations, vous pouvez les mettre sur le même plan. Même si le chemin ou la pensée ou la justification n'est pas la même, le résultat finalement se ressemble. Alors quoi d'autre? Je pense que c'est tout concernant sa biographie. Alors qu'est-ce que nous dit le ciel de naissance de cette dame? Qu'est-ce qu'on y voit? On voit que cette dame était native de la Balance. On voit ici le soleil en Balance. On voit également, on voit que ce soleil, alors où est-ce que j'avais vu ça tout à l'heure? Voilà, ce soleil ici en Balance est bien relié ici avec un trigone à Pluton en Gémeaux. Alors avec Pluton, il est question de mort et de renaissance ou d'un changement, un changement profond de la personnalité pour renaître, pour se régénérer, en quelque sorte ressusciter. Eh bien oui, si on lit sa biographie, on voit que c'est quelqu'un qui a été choqué assez tôt dans l'enfance, d'une part par son père qui à la fin ne la reconnaissait plus, et puis ensuite par la montée des nazes, voilà, des gens qui sont très nazes en Allemagne, et auxquels elle a échappé une première fois, puis lorsqu'elle était en France, échappé une deuxième fois, mais vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose. Quelqu'un qui a donc dû s'enfuir, qui a donc dû s'exiler, mais qui ensuite, une fois parvenu aux États-Unis, a connu une brillante carrière. Alors même si c'était sans doute déjà le cas avant, eh ben, c'est quelqu'un qui a eu en quelque sorte une deuxième vie après ces tristes événements. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici la Lune en Vierge, qui est allié à Mars. Il y a une conjonction Lune-Mars. Alors ça, c'est pas très bon pour la sensibilité intérieure, et c'est pas très bon non plus pour, j'allais dire, pour la communauté de laquelle elle était issue. Avec Mars, on voit bien le combat, on voit bien quelque chose d'hostile par rapport à une communauté. Et comme si ça ne suffisait pas, on trouve en face Saturne qui est significateur de deuil, de restriction, d'empêchement. Avec Saturne, il est question de poser des limites et d'empêcher de faire ce qu'on veut. Il faut suivre des directives, il faut respecter une hiérarchie. Donc on voit donc que cette communauté, avec la Lune, on a un groupe de gens, a été vraiment malmenée, très malmenée. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance ? On voit par exemple ici Mercure, la planète du mental, de l'intelligence, des études, des réflexions, qui se trouve en Scorpion, alors gage d'une réflexion intense, profonde, qui va fouiller des concepts
importants, pas des choses superficielles, mais des concepts vraiment qui mettent en jeu la vie et la mort. Eh bien, ce pouvoir de réflexion, d'étude, d'analyse, ici dans le Scorpion, est bien relié à Saturne, qui est, lui, au milieu du ciel, c'est-à-dire la destinée, l'élévation sociale. On peut penser que ces deux planètes bien reliées ont contribué au succès de cette dame et au développement de sa pensée. Ce n'est pas quelqu'un qui a publié un bouquin de 15 pages un jour et puis qui après s'est dit « Oh, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts, je lâche l'affaire ». Pas du tout. Avec Saturne, on a l'idée de maintenir l'effort, d'aller loin, d'aller de durer, et puis d'arriver à quelque chose, d'avoir une ambition dans ce domaine-là. Eh bien, pour cette dame, cette ambition a été brillamment réalisée. On voit également que Saturne, cette planète donc qui donne de l'endurance, qui vise le long terme, cette planète est bien reliée à son ascendant, c'est-à-dire sa personne physique. On peut penser que c'est quelqu'un qui, dans les pires situations, s'est toujours projeté dans l'avenir, en se disant il faut tenir, il faut trouver des façons d'échapper à l'adversité pour tenir et réaliser les ambitions. Puisqu'on est à l'ascendant, eh bien l'ascendant de cette dame est en Cancer, ce qui donne une importance particulière à la Lune, planète maîtresse du Cancer, qu'on retrouve ici près du fond du ciel. Le fond du ciel, c'est les origines. Ça peut être la famille, c'est l'endroit d'où l'on vient en tout cas. Eh bien, on y retrouve la Lune donc, et le signe du Cancer est souvent associé à la religion juive. On peut d'ailleurs reprendre, on voit ici qu'il y a une collection de 3 trigones qui sont reliés dans les signes d'eau ici. Alors le Cancer étant souvent associé à la religion juive, le Scorpion souvent à l'islam et les Poissons souvent à la chrétienté. Eh bien, on a donc ici un ascendant dans le signe du Cancer. On voit également à l'ascendant, conjoint à l'ascendant, Jupiter et Neptune. Alors, avec Jupiter, Jupiter en plus est très bien placé dans le signe du Cancer, il est en exaltation. On peut penser que c'était une personne a priori joviale, quelqu'un qui préférait voir le bon côté de la vie, pas le genre de personne à chercher des noises et à créer des difficultés, plutôt quelqu'un d'une bonne nature. Et puis ce genre de comportement, le fait d'être ouvert, d'être aimable, le fait d'être de bonne humeur, souvent crée les conditions de la chance. C'est-à-dire que les gens en face nous disent « Ah ben, on est plutôt content d'avoir affaire à quelqu'un comme ça, plutôt qu'à des gens agressifs ou à des gens renfrognés, etc. » Jupiter est donc un facteur de chance, là où il se trouve. Ici, il se trouve à l'ascendant, c'est-à-dire posé carrément sur cette personne. Et qu'est-ce qu'on y trouve en plus? On y trouve ici Neptune. Alors avec Neptune, des choses bizarres peuvent arriver. Neptune, c'est un brouillard magique où des choses apparaissent et disparaissent. Des choses improbables peuvent arriver, des choses qu'on pensait impossibles, improbables. Eh bien, ça arrive avec Neptune, lorsque cette planète est bien aspectée. On peut y voir aussi, donc, puisque Neptune est à l'ascendant ici de cette personne, un charme particulier de cette personne. Alors pas le genre qui va vous déclencher une attraction physique irrépressible, mais plutôt un charme beaucoup plus insidieux, plus diffus, plus doux, un charme enveloppant, mais qui joue ici, puisqu'il est associé à Jupiter, qui joue en faveur de la personne. On peut y voir, alors moi c'est ce que je verrais ici, l'association de ces deux planètes à l'ascendant, c'est comme un talisman, un porte-bonheur qui est placé sur cette personne. On a vu dans sa biographie qu'elle a plusieurs fois échappé au pire. Malheureusement, on voit à l'opposé de son ascendant, ici au descendant, on voit la planète Uranus en Capricorne. Alors la planète Uranus, c'est l'inattendu, les choses soudaines, qui surviennent. Et ça peut être des choses violentes. Eh bien, moi, j'y verrai les fois où elle a été arrêtée par la Gestapo une première fois, puis ensuite en France où elle a été arrêtée et placée dans un camp. J'y verrai ça.
hein. En face d'elle, en plus avec le Capricorne, on a des gens qui rigolent pas. C'est pas des marrants. Et avec Uranus, on agit de façon brusque, voire violente. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce thème? De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé encore? On n'a pas parlé de Vénus. Vénus qui se trouve dans le signe du Sagittaire, qui peut faire penser à des amours avec quelqu'un d'étranger. Ça pourrait être ça. Ou des amours qui se déroulent à l'étranger. C'est possible aussi. Cette planète Vénus ici en Sagittaire, on le voit, est malheureusement mal reliée à la fois ici à la Lune et mal reliée à Saturne. Alors Vénus-Saturne, c'est un sacré coup dur en fait. C'est que on a des sentiments, des attirances, mais avec Saturne, Saturne dit non. Saturne exige de les mettre au congélateur. C'est presque ça. Ici, on voit avec Vénus, qui est en carré ici à la Lune, on peut y voir un désamour ou une contrariété entre une communauté, par exemple, et puis des sentiments qui devraient être doux, qui devraient être agréables. On peut avoir le désamour d'une communauté. Alors, ça peut nous parler des réactions polémiques face à certains de ces travaux. Alors voilà ce que je vois dans ce ciel de naissance, voilà ce qu'il nous dit et qui semble, ma foi, bien relié à la vie de cette dame. Que dire de plus? On voit ici Mercure, ça m'a échappé tout à l'heure, on voit ici Mercure qui est bien relié à l'ascendant. On a donc une personnalité qui est en lien avec ses capacités mentales. Il y a vraiment un lien entre la personne elle-même et ses capacités mentales, ses capacités de réflexion. C'est donc pas étonnant que c'est quelqu'un qui ait fait une carrière, comme elle l'a fait, une carrière entre autres de philosophe. Alors voilà, ce tour d'horizon de ce ciel de naissance est terminé. Merci de l'avoir suivi.